Alors nous allons continuer avec la deuxième partie de notre séance de révision numéro 2 qui concerne le concours Techno 2012. Et comme tout à l'heure pour la première partie, donc à chaque fois que pour répondre à une question nous avons besoin de faire une petite pause rappel, je la ferai. Puis nous verrons comment tout cela va évoluer. Alors, donc il s'agit de quoi cette fois-ci? Nous commençons par le corps pur, donc l'hexafluorure d'uranium, donc UF6. Alors je pense que toute cette partie n'a pas posé de problème. Vous avez l'équilibre de vaporisation ou liquéfaction, les deux sont justes, et l'équilibre de sublimation et de condensation. Donc nous avons des corps purs, donc 1, et puis ici c'est pour les phases condensées, on dira que les pressions influent très peu, donc les potentiels des phases condensées est égal au potentiel standard des phases condensées, ce qui n'est pas le cas pour la vapeur, la pression étant un paramètre important. Les conditions d'équilibre, bien sûr, c'est les égalités des potentiels, et puis ici, c'est Clapeyron qu'on a intégré pour vous, d'accord? Et c'est toujours à peu près les mêmes expressions, donc log de P en fonction de 1 sur T, que ce soit pour l'équilibre liquide-vapeur ou pour l'équilibre solide-liquide. Ensuite, donc, c'est les mêmes questions que pour la première séance de révision, donc la température de sublimation standard, donc ici on vous a précisé, il n'y a plus qu'à écrire. Alors n'oubliez pas que la température, donc 1 bar c'est 760 mm de mercure, mais en général on vous le rappelle dans les données, dans le concours on vous rappelle ces valeurs. On vous demande ensuite de déterminer la pression et la température des points triples, du point triple, c'est-à-dire la coexistence des trois phases. Donc comme vous avez déjà deux log, donc le log pour la sublimation, log de P sublimation et log de P vaporisation, vous faites l'égalité et vous retrouvez vos deux coordonnées, pression et la température. Ensuite, on vous demandait l'enthalpie de vaporisation. Cette question aussi a été traitée dans notre première séance. Donc vous reprenez Clapeyron et vous faites l'intégration tranquillement. Toujours l'approximation, vous considérez que le volume de vapeur est beaucoup plus grand que le volume du liquide, d'accord? La deuxième approximation, bien sûr, c'est considérer que le gaz est parfait, donc le volume de vapeur égale à RT sur P. Et la troisième approximation, quand vous intégrez, vous considérez que delta H de vapeur est constante, ne dépend pas de la température pour pouvoir intégrer. Ensuite, vous faites l'identification avec ce qu'on vous avait donné dans la première page. N'oubliez pas que ce qu'on vous avait donné, c'est un log dixième, alors que quand vous intégrez avec un log népérien. Donc n'oubliez pas de transformer en log dixième. Donc vous avez un 2,3 pour l'identification. Donc votre constante là, 1531, doit être égale à delta H sur 2,3 sur R. Donc il ne faut pas oublier le 2,3. Alors ensuite, bon, pour l'enthalpie bien sûr de fusion, il faut faire la différence entre sublimation et vaporisation. Donc tout ceci, je m'y attarde pas trop. Par contre, cette question a posé un problème à certains d'entre vous. Elle n'est pas très compliquée. Peut-être que vous l'avez abordée de façon pas simple et donc vous êtes un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous a donné les deux volumes molaires partiels de UF6 solide et UF6 vapeur. On vous a donné le nombre de moles total, c'est-à-dire que de UF6 était égal à 1 mol. Et on vous a donné le volume total qui est de 0,1 litre. Donc avec tout ce que vous avez, vous pouvez donc commencer à exprimer. C'est toujours le même problème. Donc quand vous avez tout un paragraphe ici, donc vous l'exprimez très simplement en équation. D'accord? Donc on vous a donné un nombre de moles total, c'est égal au nombre de moles de solide plus nombre de moles de vapeur. Bien. On vous a donné un volume total. D'accord?
Le volume total, c'est quoi? C'est bien sûr le volume du solide plus le volume de la vapeur. D'accord? Mais le volume du solide, c'est le nombre de moles de solide plus le volume molaire du solide. Plus le volume de la vapeur, c'est le nombre de moles de la vapeur, fois le volume molaire de la vapeur. D'accord? Donc vous voyez que vous avez deux équations et vous n'avez que deux inconnus, qui sont les nombres de moles. Donc vous retrouvez à chaque fois le nombre de moles de solide, puis le nombre de moles de vapeur, et puisqu'on vous demande le volume du solide, ben c'est le nombre de moles du solide fois le volume molaire du solide, et de la même façon pour la vapeur. D'accord? Donc le tout, c'était de bien écrire vos deux équations pour retrouver vos inconnus. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, c'est le diagramme binaire, l'objet de ce rappel, hein, de cette séance de révision. Alors, vous avez le diagramme binaire HF et UF6, donc avec azéotrope, d'accord, à 110 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, en abscisse, bien sûr, vous avez en fraction molaire de UF6 et en ordonnée, vous avez la pression en millimètres de mercure. Alors, on y va. Il faut déterminer bien sûr les domaines. Alors n'oubliez pas que ici ce sont les pressions, donc faible pression c'est vapeur, ensuite le liquide vapeur, et puis pour les fortes pressions, bien sûr, c'est les liquides. Ensuite, on vous demande donc les courbes, hein, donc la courbe d'ébullition, d'accord, c'est la courbe qui délimite le domaine monophasique liquide du domaine biphasique liquide-vapeur, puis la courbe de Rosé qui délimite donc le domaine monophasique vapeur des domaines biphasiques liquide-vapeur. Ensuite, on vous demande ce que vous obtenez comme résidu et comme distillat dans le cas où vous devez faire bien sûr une distillation. Alors, nous l'avions vu dans le rappel, ici nous sommes en présence d'un azéotrope. Donc ce genre de courbe est une courbe à deux fuseaux. Donc c'est comme si vous pouviez la séparer en deux. C'est-à-dire vous avez un fuseau ici, dans lequel vous avez d'un côté l'azéotrope, dont la pression, vous voyez que sa pression est plus élevée que l'UF6. C'est-à-dire que l'azéotrope est plus volatile que UF6. Donc si vous aviez un mélange qui se trouve de ce côté-ci, hein, et que vous voulez le séparer, vous allez trouver dans le distillat le composé le plus volatile, c'est l'azéotrope. Et dans le résidu, le composé le moins volatile, c'est UF6. Mais si votre mélange est de ce côté-ci, c'est-à-dire quand vous voulez les séparer, hein, vous allez trouver de la même manière dans le distillat le composé le plus volatile, c'est l'azéotrope, et dans le résidu, le composé le moins volatile, c'est HF. Donc, ma réponse en fait était incomplète, c'est-à-dire que vous devez mettre que dans la distillation, on obtient le mélange azéotropique, dans le distillat, pardon, hein, on obtient le mélange azéotropique parce que c'est le plus volatile, alors que dans le résidu, on obtient soit le composé HF, soit le composé UF6, qui sont les moins volatiles, selon que donc votre mélange soit plus grand que 20% ou plus petit que 20%. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. En tout cas, vous me le direz si c'est pas assez clair. Je peux tout à fait la reprendre. Hein. Alors, quelles sont les différences entre un mélange azéotropique et un corps pur? Bon, si on veut parler de différence, qu'est-ce qui les unit? Quelle est la chose qui est semblable pour le corps pur et le mélange azéotropique?
Eh bien, ce qui est semblable, c'est que, comme le corps pur, le mélange azéotropique change d'état à T et P constants. Votre mélange azéotropique change d'état à 110 degrés et ici, qu'est-ce que vous lisez? 13 000 mm de mercure. D'accord? Donc, mais quelle est la différence entre les deux? Eh bien, ce n'est pas un corps pur, premièrement. Hein, c'est un mélange de deux constituants. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que un corps pur, eh bien, sa composition est toujours la même. C'est-à-dire HF, par exemple, corps pur. Sa composition, c'est toujours HF pur. XHF égale à 1. Alors que pour le mélange azéotropique, sa composition change. Pour 110 degrés, sa composition, elle est donnée à, on va dire, 18% de UF6. Si vous changez la température, vous allez trouver que l'azéotrope va changer de composition. Donc l'azéotrope change de composition selon la pression et la température. Bon. Alors, on va maintenant on va représenter l'allure de la courbe d'analyse de pression obtenue lorsque nous faisons une compression de la vapeur de composition, donc en UF6 de 80%, donc on est là, d'accord? Et on va aller de 4000, donc on part de 4000, comme je le montre ici, là je pars de 2000, donc de 4000 jusqu'à donc 14 000. Alors, donc 4000, on part de 4000 ici, nous avons de la vapeur, d'accord? Et nous compressons donc jusqu'à ce que nous ayons obtenu la première ici goutte de liquide. Donc vous avez une vapeur jusqu'à quelle pression? Qu'est-ce que vous lisez ici? Vous lisez 5000. À 5000, nous avons un premier changement d'état, c'est-à-dire nous avons une deuxième phase. Donc il faut marquer ce changement par un changement de pente. Alors pour ceux qui se posent la question de la pente, positive, négative, peu importe. L'essentiel, c'est que vous devez marquer le changement de pente. Donc, liquide vapeur de 5000 jusqu'à ici, où bien sûr les dernières bulles de vapeur ont disparu. Donc ici, à 12 000, ça y est, vous n'avez plus de vapeur. Jusqu'à 12 000, vous n'avez plus de vapeur. Et là, il ne reste plus que le liquide. Vous changez encore une fois de pente pour montrer que vous n'avez que du liquide. D'accord? Donc 3 portions de droite, vous marquez, vous donnez toutes les informations. Alors, attention, il ne faut pas oublier de marquer les axes parce que ça compte dans la note. Hein, la pression ici, le temps ici, et puis les pentes, vous donnez toutes les informations nécessaires pour la compréhension. Alors, maintenant, on va maintenir une pression constante égale à 8000. Donc, nous sommes ici, 8000 mm de mercure, une température à 110, bien sûr, et on ajoute progressivement de l'UF6 à un système constitué de 1 g de HF pur. Donc, nous avons du HF pur. Où est-ce qu'il est, le HF pur? Il est là. C'est ça, le HF pur, c'est cette verticale. Donc HF pur est 8000 mm de mercure, donc nous sommes ici. D'accord? Nous avons 1 gramme ici de HF. Et nous allons rajouter progressivement de l'UF6. Donc vous faites quoi en rajoutant progressivement? Donc vous allez, ici je suis en train de rajouter, puisque je vais dans le sens de l'UF6. Ici je suis en train de rajouter de l'UF6. D'accord? Donc je ne bouge pas de mes 8000. C'est la seule chose qui change. La température ne change pas, la pression ne change pas. Qu'est-ce que je suis en train de changer? Je change la composition de mon mélange en rajoutant de l'UF6. Donc je rajoute jusqu'à quand? Donner l'expression puis calculer la masse minimale de UF6 que vous rajoutez pour obtenir un système biphasé, donc deux phases. Ici, je rajoute de l'UF6, mais je suis toujours dans un système monophasé, qui est la vapeur. Donc j'ai toujours de la vapeur, j'ai toujours de la vapeur.
jusqu'à ce point-ci. C'est au niveau de ce point que je commence à avoir ma deuxième phase, qui est la phase liquide. D'accord? Donc, voici comment je détermine la composition. Donc, je dois atteindre 60% de UF6 pour commencer à avoir donc de 0% jusqu'à 60%. C'est à partir de 60% de UF6 que j'ai ma deuxième phase. Donc, vous voyez que je peux avoir passé d'une phase vapeur à une phase liquide sans changer de pression, sans changer de température, mais en changeant de composition aussi. Je fais un changement d'état en changeant de composition, sans toucher à mes deux paramètres physiques, la pression et la température. Je change le paramètre chimique de composition. Donc, mon mélange biphasé, je l'ai pour 0,6, 60%. Qu'est-ce que c'est que 0,6? 0,6, c'est le nombre de moles de UF6 sur le nombre de moles total. D'accord? Donc, puisque je cherche la masse de UF6, je peux tout à fait déterminer le nombre de moles de UF6. D'accord? Donc, le nombre de moles de UF6, c'est 3/2 le nombre de moles de HF. Et là, je peux passer aux masses. Je sais que HF, j'en avais 1 gramme. D'accord? Et bien sûr, je peux déterminer UF6, vous avez les masses molaires. Donc, il faut rajouter 26,4 grammes de UF6 à 1 gramme de HF pour avoir une deuxième phase liquide. Maintenant, il s'agit de faire la compression d'un mélange de composition molaire en HF de 20%, puisque notre axe est donné en UF6, donc 20% de HF correspond à 80% de UF6, que nous allons comprimer de 2000 à 14000 mm de mercure. Et au cours de cette compression, nous allons suivre le chemin que parcourt la phase liquide au cours de cette compression. Nous n'allons suivre que la phase liquide. Alors ça veut dire quoi? Voici donc notre mélange donné en noir. Ça, c'est la compression du mélange en noir. D'accord? Mais ce mélange, comme vous le voyez, il passe d'une phase vapeur à une phase liquide-vapeur, puis à une phase liquide. Et ce qui nous est demandé, c'est de suivre ou de nous montrer que le chemin suivi par la phase liquide, que je vais faire en rouge. Alors on y va, donc 2000 jusqu'à cette pression de 5000, c'est de la vapeur. Donc nous ne marquons pas le chemin, puisque nous ne marquerons que le chemin suivi par le liquide. Mais au niveau de ce point-là, à ce niveau-là, nous avons deux phases. Nous entamons le domaine biphasique. Deux phases, une phase liquide. Où est-ce qu'elle est représentée, cette phase liquide? Sur la courbe qui représente les liquides. N'est-ce pas? Donc c'est la courbe d'ébullition. Si je comprime encore plus, toujours dans le domaine biphasique, ça c'est mon mélange, d'accord? Où se trouve la phase liquide? Sur ma courbe d'ébullition, voici le point qui représente la phase liquide. Nous pouvons aussi représenter la phase vapeur, elle est là. D'accord? Ce qui nous est demandé, c'est uniquement la phase liquide. Donc nous ne ferons que la phase liquide. Si j'augmente encore ma pression, la phase liquide, elle est par ici. Et donc si je continue comme ça, en rouge, comme vous le voyez, ça c'est le chemin suivi par le liquide. C'est la composition du liquide lorsque je comprime tout mon mélange. On aurait pu faire la même chose aussi avec la vapeur. À ce moment-là, le chemin suivi par la vapeur serait celui-ci, n'est-ce pas, sur la courbe de Rosé. Et quand nous comprimons notre mélange jusque-là, ici,
nous avons la représentation d'un mélange pour lequel nous avons la dernière bulle de vapeur, parce qu'à partir de, au-delà de cette pression, nous n'avons plus de vapeur. Donc normalement, le chemin suivi par la vapeur s'arrête ici. Donc la vapeur suit ce chemin-ci jusque-là. À partir de ce point, notre mélange est totalement liquide. Donc notre courbe en rouge continue dans ce sens. Donc, pour récapituler, en noir, c'est le chemin suivi de tout le mélange lorsqu'on comprime. En rouge, le chemin suivi par le liquide. Et puis, on aurait pu faire avec une autre couleur le chemin suivi par la vapeur qui s'arrête ici. Bien. Ensuite, on nous demande, donc si on comprime justement une mole de ce même mélange, jusqu'à 8000 mm de mercure, il nous est demandé de déterminer le nombre de moles de chaque phase en équilibre. Donc nous avons quelle phase? Nous avons la phase vapeur qui est représentée par ce point-ci, donc sur la courbe de Rosée, et la phase liquide qui est représentée par ce point-ci sur la courbe d'ébullition. Alors, pour déterminer nos nombres de moles liquides et vapeur, deux inconnus, nous avons besoin de deux équations. Donc la première équation bilan, c'est le nombre de moles total, c'est la somme donc du nombre de moles des vapeurs et le nombre de moles du liquide. Et nous avons besoin d'une deuxième équation qui est donnée par la règle des segments inverses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mV fois le nombre de moles de vapeur égale à mL fois le nombre de moles de liquide. Donc le segment MV, vous le lisez directement, c'est 80 moins 60. Le segment ML, c'est 98 à peu près moins 80. Et donc vous avez bien deux équations, deux inconnues. Vous en déduisez vos nombres de moles assez facilement. Pour la dernière question, maintenant, il s'agit de donner la quantité de matière, donc le nombre de moles de HF dans chacune de ces phases. Puisque dans la phase vapeur, vous avez HF et UF6, et dans la phase liquide aussi. Donc c'est très facile. Si je veux connaître la composition de la vapeur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me projette directement et je lis 60% de UF6 dans la phase vapeur. De même pour la phase liquide, qu'est-ce que je lis? 98% de UF6 dans la phase liquide. Donc si vous voulez connaître la quantité de matière de HF, donc le nombre de moles de HF dans la vapeur, c'est la fraction molaire bien sûr de HF dans cette vapeur fois le nombre de moles de vapeur. La fraction molaire de HF dans la vapeur, c'est 1 moins la fraction molaire de UF6 dans la vapeur, c'est-à-dire voici votre vapeur, voici votre fraction molaire de UF6 dans la vapeur. Et de même pour le côté liquide. Donc, vous déduisez facilement le nombre de moles donc, dans chacune de ces phases concernant HF. Bon, j'espère que tout ceci a été clair. Vous me le direz si ce n'est pas le cas.